on va commencer notre deuxième journée qui est plus consacrée à l'office du juge au pénal. Puisqu'effectivement il y a alors l'évolution de cet office du juge au pénal, alors avec évidemment le code de la justice pénale des mineurs qui est venu quand même bouleverser pas mal les choses, mais il y a eu une évolution aussi précédente qui nous a été rappelée par Véronique Blanchard hier. En ouverture de cette demi-journée, nous avons souhaité faire venir Wendy Tuillier de l'association ARCA, voilà, donc responsable de la plateforme de justice restaurative, dans une démarche pour continuer la démarche prospective quand même aussi sur comment on peut faire évoluer évidemment notre office, mais notre office, il est aussi en lien avec les pratiques professionnelles et la manière dont on peut finalement travailler. Donc c'est vrai qu'on a eu hier la prospective 2035 hier matin. On a eu Anne-Marie Fauvet qui est intervenue aussi sur d'autres façons de travailler en assistance éducative. Et donc Wendy Tuillier qui va nous expliquer notamment le Good Lives Model. Vous avez entendu la directrice de la PJJ hier qui a dit que d'ailleurs la PJJ travaillait avec ARCA autour de ces approches pour qu'elle puisse aussi infuser les pratiques professionnelles de demain. Et donc, ça nous a semblé important de pouvoir avoir cette ouverture. Donc, merci beaucoup, Madame Tuillier, d'être là parmi nous. Je vous donne votre... Quelqu'un a besoin d'un petit rappel. Donc, je vous laisse la parole. Oui, il faut allumer le micro. Là, c'est bon ? Oui. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être pour commencer, vous présenter mon association, parce que l'ARCA n'est pas forcément une association qui est encore très connue par tous. Donc, l'ARCA, c'est une association de criminologie. Nous avons été créés en 2008 par notre directeur, qui est Erwan Dieu et qui est criminologue. Lorsqu'il a créé notre association, sa volonté était tout d'abord de commencer sur notre premier pôle, qui est le pôle recherche. Pourquoi ? Parce que lui, pour être criminologue, il a dû faire ses études à l'étranger, en tout cas une partie de ses études à l'étranger, et il a pu constater, en revenant en France, et puis même ce qu'il avait constaté en Belgique, c'est qu'il n'y avait pas un vrai lien qui existait entre vous, professionnels de terrain, quand je dis vous, c'est bien évidemment juges des enfants, magistrats, mais également les personnes de la protection judiciaire de la jeunesse, tout ce qui va être les conseils départementaux, les policiers, les gendarmes, enfin vraiment tout ce qui va graviter autour de la question de la violence et de la criminologie. Eh bien, il n'y avait pas un réel lien avec les chercheurs au niveau national ou bien international. Et ce qu'il a pu constater, c'est que les professionnels de terrain pouvaient parfois rencontrer des difficultés ou bien se poser des questions sur comment accompagner telle problématique ou comment agir face à telle problématique, alors que parfois les chercheurs avaient déjà, eux, travaillé sur cette question-là et avaient déjà donné des pistes. Or, le maillon ne se faisait pas, on n'avait pas de lien. Donc la volonté d'Erwan était de dire, on va faire ce lien, on va essayer de mettre en contact tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a constaté que parfois les chercheurs se posaient des questions sur certains points, alors que vous, professionnels de terrain, vous aviez déjà trouvé les solutions. Et donc c'est aussi intéressant de leur donner, ou bien vice-versa. C'est ce qui nous a permis de développer un certain nombre d'outils pour pouvoir aider les professionnels dans l'accompagnement des auteurs, mais aussi des victimes d'infractions pénales. Et puis, en 2012, on s'est rendu compte qu'après 4 ans où on avait mené énormément d'expérimentations en lien avec les partenaires du terrain et les chercheurs, que malgré tout, il manquait encore des professionnels formés dans la prise en charge des auteurs et des victimes d'infractions pénales. C'est comme ça qu'en 2012, notre pôle clinique a ouvert, où à l'ARCA, l'équipe est composée de criminologues, de psychologues et de juristes qui accompagnent les victimes, les auteurs, les témoins, en tout cas toute personne qui gravite autour de la question de la violence. Dans cet accompagnement clinique, on accompagne les auteurs qui sont en obligation de soins. On va accompagner aussi bien des majeurs que des mineurs au sein de ce pôle clinique. On va accompagner énormément sur la question du psychotrauma.
que ce soit chez les auteurs comme chez les victimes. Et nous accompagnons aussi sur la justice restaurative, puisque notre association a été reconnue par le ministère de la Justice comme l'une des structures devant développer la justice restaurative en France. Et enfin, notre dernier pôle, qui était un peu la suite logique, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a créé des outils avec les professionnels et les chercheurs que derrière, c'est parce que là, je vous donne un outil, par exemple GLM, vous ressortez avec à la fin du colloque. C'est pas pour ça que ça va être évident de le mettre en place si on ne vous explique pas comment il fonctionne. D'où le troisième pôle qui est le pôle formation. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'était de pouvoir vous parler du Good Lies Model. Donc, le Good Lies Model, c'est un courant criminologique qu'on appelle de la criminologie positive. Mais avant de vous parler du Good Lies Model, il est important de parler de ce qu'il y avait avant, pour comprendre comment on en est arrivé là. Avant, le courant criminologique, en tout cas la philosophie qui était très présente pour accompagner les auteurs, c'était le risque, besoin, réceptivité, plus connu sous le nom du RBR ou du What Works. Qu'est-ce que le RBR ? Donc, il a été développé par Andrew et Bonta et il a pu évoluer au fur et à mesure des années. Ce modèle, il permettait, et il permet toujours d'ailleurs, d'évaluer et de traiter les délinquants, de traiter ce qu'on appelle les symptômes délinquentiels des personnes qui étaient accompagnées. Comment il a évolué ? Tout d'abord, la première génération de ce modèle, c'était de se dire, on a des professionnels formés, vous avez tous les professionnels qui accompagnent les mineurs ou bien les majeurs ont eu une formation pour pouvoir arriver à leur poste. Et bien en fait, faisons confiance aux professionnels, faisons confiance à leur formation. Et en soi, on se disait que le professionnel, par son évaluation, par sa formation, permettait de faire ressortir les facteurs de risque du délinquant et permettait de savoir quel était le protocole qu'il fallait mettre en place pour suivre cette personne. Vous vous doutez bien qu'il y avait quelques limites, parce que même si tous les professionnels ont été formés, je suis sûre que si on faisait venir un jeune ici avec une problématique délinquentielle et que je vous demandais d'évaluer ce jeune, même si vous avez tous une bonne formation, vous n'allez pas tous donner les mêmes indicateurs. Vous n'allez pas tous faire ressortir les mêmes facteurs de risque parce que c'est bien trop individuel face à chaque individu. Vous allez voir davantage, par votre subjectivité, certains critères ressortir plus que d'autres, chose qui ne sera peut-être pas vraie pour votre camarade. Donc on s'est dit, c'est pas suffisant, il va falloir rajouter certains points. C'est comme ça que nous avons dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même bien regarder les faits qui ont été commis, et puis on va regarder tous les éléments qu'on appelle les facteurs de risque statiques, c'est-à-dire tout ce qui appartient au passé de la personne, de l'individu. Là encore, c'était compliqué parce qu'en fait, on avait l'impression que l'individu ne devait pas évoluer dans le temps. On faisait une photographie de ce qui s'était passé, de qui il était, et puis on disait, voilà ces facteurs de risque, voilà les problématiques. Or, un individu, c'est quelqu'un qui est mouvant, qui évolue, et par conséquent, on oubliait quand même énormément de facteurs. Donc après, on s'est dit, effectivement, c'est quand même une problématique, donc on va regarder de manière plus dynamique la manière, et on va effectivement évaluer le passé, la situation actuelle, mais de manière plus dynamique. Là encore, finalement, on en oubliait toujours une partie. Et ils ont fini par dire à la fin, en fait, pourquoi ne pas évaluer de manière globale l'individu qui est devant nous ? Donc, évaluer de manière globale, ça veut dire quoi ? Ce qu'on regardait, c'est pourquoi ça s'appelle RBR, c'est parce qu'il y a le risque. Et donc, on se disait, OK, on a un individu, on a un jeune devant nous. On va se poser la question de combien de facteurs de risque ce jeune présente. Et donc, c'est comme ça qu'on lui faisait passer tout un tas d'échelles dans lesquelles ça pouvait nous faire ressortir des facteurs de risque. Dans ces facteurs de risque, on en avait 8 qui étaient recherchés.
Rien de très étonnant, hein. On regardait quels étaient ses antécédents, dans quel milieu il avait vécu, est-ce qu'il avait plutôt un entourage qui était prosocial ou non, est-ce que cet individu, il avait subi des choses dans son passé, quel était son entourage aussi amical, est-ce que c'était quelqu'un qui allait pour un mineur à l'école, est-ce que c'était plutôt quelqu'un qui était déscolarisé, est-ce qu'il avait des consommations de stupéfiants, d'alcool, est-ce que dans sa manière d'être, dans son comportement, est-ce que c'était quelqu'un qui était plutôt colérique, qui passait facilement à l'acte, est-ce que c'était quelqu'un qui était plutôt réservé? On allait regarder réellement comment lui se comportait. On allait aussi regarder est-ce qu'il avait des loisirs, quels étaient ses loisirs et comment il les investissait. On allait vraiment regarder finalement toute la vie de ce jeune. Les facteurs de risque, c'est bien. Une fois qu'on les a, on en fait quoi? Parce qu'on peut faire ressortir des facteurs de risque, mais derrière, il faut savoir en faire quelque chose. Et c'est comme ça que dans le RBR, on se disait, on va regarder quels sont les besoins de l'individu. Et donc, pour accompagner ce mineur, on va se demander de qu'est-ce qui est important dans la vie du mineur, ce sur quoi il a une réelle importance. Et par rapport aux facteurs de risque qui ont été observés, quels sont ces facteurs de risque qui vont finalement entraver ces besoins-là? On a les besoins, on a les facteurs de risque. Mais il nous manque quand même une autre clé qui est très importante et que vous connaissez très bien, c'est si le mineur qu'on a devant nous ne veut pas travailler, n'est pas réceptif à ce qu'on lui donne, on aura beau faire ressortir tout ça, ça va être compliqué. Et donc, c'est comme ça que dans le RBR, on allait se questionner sur la réceptivité du mineur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en capacité, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, en termes de temps aussi, est-ce qu'il est en capacité de recevoir ce que je suis en train de lui proposer? Est-ce qu'il est en capacité de comprendre mon accompagnement que je suis en train de lui proposer? Donc, c'était vraiment ces 3 points dans le RBR qui nous permettaient d'évaluer le jeune pour pouvoir proposer un accompagnement. Il faut savoir que le RBR, c'est vraiment le modèle aux États-Unis qui a été le plus utilisé et qui est encore énormément utilisé. Il est aussi utilisé encore en France parce que vraiment, il a démontré des données très significatives dans l'accompagnement des personnes. Mais il démontre tout de même des points faibles. Ces points faibles, c'est quoi? C'est qu'en soi, on est sur un modèle réhabilitatif ici. Et dans le modèle réhabilitatif, on est sur la délinquance vue comme un symptôme. Et donc, on est vraiment sur le traitement de ce symptôme. Et ici, on ne considérait pas vraiment la personne, c'est-à-dire le jeune ou l'individu qui était devant le professionnel qui l'évaluait, n'était pas vu comme un individu, était plutôt vu comme un symptôme et auquel on devait présenter un traitement face aux symptômes. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est gênant puisque il faut prendre en considération l'individu. L'individu, en plus, on venait le réduire à ses facteurs de risque. C'était uniquement ça. Vous vous souvenez, au départ, qu'est-ce qu'on a regardé? C'est quels sont les facteurs de risque qu'il a. Et donc, on venait regarder ça. On en oubliait pour tout ce qui était des besoins qui étaient non criminogènes du jeune ou de la personne qu'on évalue. Donc ça, c'était des éléments qui étaient problématiques et c'est à la suite du What Works, donc du RBR, qu'un côté plus humaniste de la criminologie s'est développé. Et c'est comme ça qu'est née la désistance et le Good Lies Model. Ça va, je ne vais pas trop vite, tout le monde me suit? Ok. Donc, la désistance. La désistance, c'est quoi? Eh bien, c'est le processus au terme duquel la personne va se désister du chemin criminel. En soi, c'est un processus de désinsertion. C'est-à-dire que le criminel, c'est comme si on imaginait notre vie. Je suis criminel et là, j'ai soit ma voie de devant qui est
celui de la délinquance et je continue le chemin que j'ai commencé à emprunter, soit à un moment donné, dans ce chemin-là, il va y avoir une petite bifurcation et je vais emprunter cette bifurcation. On peut parler de deux désistances. La désistance primaire et la désistance secondaire. La désistance primaire, c'est quoi? C'est lorsqu'on va encore retrouver sur le chemin du délinquant, ce que je suis en train de vous dire, sur sa ligne, en fait, on va encore retrouver des actes délinquentiels. Or, pourquoi on parle toujours de désistance? Tout simplement parce que on voit que les actes qui sont causés sont moins graves. Et surtout, on a de plus en plus d'espace entre les passages à l'acte. Donc, ils deviennent moins fréquents. On va parler de désistance secondaire lorsque cette fois-ci, la personne se sera réellement désinsérée de cette voie délinquentielle. Elle aura pris la bifurcation et aura continué sur cette bifurcation. Donc c'est ici, on va parler d'un réel changement identitaire de la personne qui va sortir de l'identité de la délinquance. Pourquoi vous parlez de désistance aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose que vous devez, vous, en tant que magistrat, prendre en considération. Vous avez devant vous, dans vos audiences, des jeunes qui vont avoir commis un acte, 2 actes, 3 actes. En soi, ce qui va être intéressant aussi dans la manière d'apprécier justement cela, c'est de voir est-ce qu'ils se situent dans un chemin de désistance. Pourquoi? Parce que si on arrive à voir qu'il est en train d'être, oui, encore un acte, mais cet acte est moins grave que les précédents et en plus il y a eu plus d'éléments, c'est sur ça où il faut être très attentif et notamment c'est là où le GLM a aussi tout son intérêt. Donc, qu'est-ce qui amène une personne à se désister du chemin délinquentiel? Eh bien, il y a 3 théories. Cette fois-ci, ces théories ne sont pas soit l'une, soit l'autre. En fait, elles sont toutes les 3 applicables. Pourquoi? Parce que dans la question de qu'est-ce qui fait qu'un individu qui a commis des actes, à un moment donné, va arrêter de commettre des actes. Qu'est-ce qui fait ça? Et donc, là, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'on peut avoir soit un événement qui va se passer dans la vie de la personne. On va parler du point tournant. Et il va se passer quelque chose de tellement d'important dans la vie de la personne qu'elle va se désister et prendre notre bifurcation. Donc ça peut être quoi? Ça peut être, je rencontre quelqu'un, je me mets en couple. Ça peut être, j'ai un enfant. Ça peut être, je trouve un travail. Ça peut être, je rencontre quelqu'un, c'est-à-dire un professionnel ou une personne dans ma vie qui va faire qu'à un moment donné, je vais sortir de ce chemin délinquentiel. L'autre élément qu'on peut trouver, ça va être la transformation cognitive et affective. Ici, c'est l'individu qui va évoluer. Et là, en tant que professionnel, on peut avoir un grand rôle sur ces points-là. Il va évoluer et tout simplement, par sa maturation, ne va plus trouver que ses besoins soient remplis par la délinquance, mais finalement par des événements qui sont extérieurs à la délinquance. Et enfin, le 3e point, c'est quoi? C'est le choix rationnel. C'est-à-dire qu'on a certains délinquants qui vont en fait faire le coût bénéfice-avantage. Exemple, je vais faire un cambriolage. Je vais braquer un fourgon. Je peux gagner beaucoup d'argent très rapidement. Quel est mon risque à côté? Se faire attraper. Or, souvent, quand on les accompagne, ils nous disent « Non, mais j'avais super bien prévu mon coup. On avait tout repéré, on avait tout pensé, tout était balisé. Franchement, le risque, il n'y en avait pas. » Bon, si vous les avez devant vous, c'est que le risque, il n'a pas tellement été si bien préparé. Mais, en fait, ça va être une question de coût-avantage.
Je peux me faire 100 000 € en 1 heure. Quand on me dit, quand mon éducateur PJJ ou quand mes parents, etc., me disent « va à l'école, trouve un travail », se faire 100 000 € en allant à l'école et trouver un travail, bah, c'est pas si évident que ça. Donc, dans leur coût-avantage, bah, il est plus facile de commettre cet acte délinquantiel. Et donc, on a des personnes qui vont vraiment réfléchir sur cette balance-là. Quel est le coût de commettre un acte par rapport à quel est l'avantage que je vais avoir? C'est très intéressant parce que, en soi, on peut travailler avec les personnes sur ces 3 éléments. Et donc, on peut venir renforcer les éléments qui peuvent venir les amener à se désister. Ce qui est aussi intéressant, c'est que s'il y a des passages à l'acte, c'est que bien souvent, il y a des besoins qui n'ont pas été remplis. Et que les personnes ont trouvé qu'en passant à l'acte, ça venait combler finalement leurs besoins. Et c'est comme ça que le Good Lies Model arrive. Le Good Lies Model, c'est quoi? C'est un modèle criminologique positif qui vient viser l'amélioration du bien-être des individus. En soi, c'est un changement de langage. On ne va plus parler de comment je fais, comment j'accompagne pour éviter la récidive. Mais on va plutôt se questionner sur comment vivre de manière épanouissante, comment faire que la personne soit épanouie dans sa vie et une vision d'elle du futur qui soit positive. Donc en fait, on vient changer la manière d'évoquer avec les personnes. On va travailler sur les mêmes points que précédemment évoqués, c'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur la récidive. Mais cette fois-ci, la récidive, on va plutôt la travailler sous le versant de la qualité de vie de la personne et de son épanouissement personnel. On va toujours se questionner sur le risque de récidive, mais là, on va plutôt aller regarder les besoins humains fondamentaux. On va toujours travailler sur la motivation au délit en soi, mais ici, on va plutôt se dire quels sont les moyens de parvenir à d'autres buts. On va toujours parler de la récidive, les plans de rechute, de comment éviter ça et travailler sur le désistement. Sauf que là, on va plutôt parler d'un plan de bonne vie. Et je vous expliquerai ce que c'est le plan de bonne vie. On ne sera plus sur une compliance du sujet. Là, ce qu'on veut, c'est que l'individu avec lequel on travaille, on soit sur une posture qui soit collaborative en soi, qu'on travaille en sorte et que cette collaboration, elle soit forte et bienveillante. Et on va se poser la question non plus de la disposition au changement, est-ce que la personne qui est avec nous est disposée à changer, mais plutôt, est-ce qu'elle est disponible au suivi que nous lui proposons? C'est bien beau tout ce que je viens de vous dire, mais concrètement, ça veut dire quoi? En soi, dans le Good Lies Model, on part du principe que les personnes, et tout à chacun dans cette pièce, on a tous des besoins fondamentaux, des besoins qu'on appelle des besoins primaires. Ces besoins primaires, Tony Ward, qui est la personne qui a développé ce courant criminologique, il est venu les répertorier en 9 besoins fondamentaux. Dans ces 9 besoins fondamentaux, il y a la connaissance. En soi, dans la connaissance, c'est quoi? C'est qu'on a tous besoin de se sentir bien dans notre vie et d'apprendre des choses. On a tous un besoin de savoir qui est présent. Et d'avoir en plus de croire en nos propres capacités sur le fait qu'on peut apprendre des choses. Nos besoins, c'est aussi dans l'excellence, dans le jeu et dans le travail. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'avoir notre place et de se sentir bien dans l'élément de travail, mais aussi de trouver des loisirs dans lesquels nous avons l'impression d'avoir réellement notre place. L'autonomie et la capacité d'autodétermination, c'est-à-dire d'être en capacité de faire nos propres choix et d'avoir un impact sur notre propre vie. De trouver la paix intérieure, c'est-à-dire d'être bien émotionnellement et à trouver une stabilisation émotionnelle. De trouver la qualité dans nos relations,
c'est-à-dire d'être en lien avec les autres, avec notre famille, avec notre conjoint, nos amis, avec les personnes qui nous entourent. D'être, comme je vous disais, la qualité des relations sociales est en lien avec le lien social. D'appartenance à une communauté. L'humain n'est pas fait pour être seul. On a besoin de se sentir en lien avec un groupe, sans parler là de la relation sociale, mais on a besoin d'appartenance à un groupe. La spiritualité, ce n'est pas forcément les croyances religieuses, mais en soi, c'est une croyance qui va être des croyances plutôt intérieures à l'individu. Et enfin, sur le besoin de créativité et surtout d'être en joie et en bonheur avec notre propre vie. Finalement, dans le Good Life Model, on part du principe que ces besoins primaires qu'on peut tous avoir dans notre vie, et qu'on a tous, eh bien en fait, ils vont, selon les individus, avoir une place différente et une importance qui va être différente. Exemple, si je parle de ma vie, eh bien moi, dans mes besoins qui vont être le plus présents, ça va être ma famille, ça va être mes amis, mes loisirs, mon travail. En soi, je vais avoir des besoins qui vont être très proches de moi, ceux qui me sont le plus importants. Et puis, je vais avoir des besoins un petit peu plus secondaires qui vont être, par exemple, la spiritualité. Ce sont des choses qui, pour moi, deviendront un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est un besoin qui est secondaire, c'est que j'y apporte moins d'importance. Et donc, une fois qu'on a ça, ces besoins primaires, eh bien, l'acte délinquentiel, dans le Good Life Model, on le dit que c'est finalement un besoin secondaire qui est venu répondre aux besoins primaires. Pour être plus clair, je suis une personne qui fait du trafic de drogue. Donc, j'ai 16 ans, ou même 14. Je fais du deal. En soi, le deal, il m'apporte quoi? C'est la question de ça répond à quel besoin? Et finalement, ce qu'on rencontre notamment pour les jeunes qui sont sur le deal, eh bien en fait, ça vient répondre parfois à un besoin primaire qui va être le lien aux autres. Parce que pendant que je deal, j'appartiens à un groupe. Parce que ça peut me permettre d'être en lien aux autres. Et ça peut aussi me permettre de gagner assez d'argent pour avoir un confort de vie, de prendre mes propres décisions, de faire des actions qui sont mes choix. En soi, la vraie question c'est, est-ce qu'on ne peut pas remplir les besoins du jeune, qui sont de finalement avoir du lien social, et croire en ses propres capacités, etc., d'une autre manière? Eh bien si, en soi, le deal n'est qu'une manière aujourd'hui de remplir ce besoin, mais c'est une manière qui est déviante. La question, c'est comment nous allons l'accompagner de manière positive pour remplir à ses propres besoins. Parce qu'en soi, l'infraction est un frein à l'établissement de sa bonne vie. Pourquoi c'est un frein à l'établissement de sa bonne vie? Eh bien, tout simplement parce que y a des risques d'être condamné, d'avoir des conséquences sur notre propre vie. Donc forcément, ça ne peut pas faire qu'une personne ait un bon plan de vie, c'est-à-dire quelque chose qui soit épanouissant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Chez les jeunes, puisque le Good Life Model a d'abord été développé pour les majeurs, on est parti pour les jeunes, ils ont plutôt, eux, des besoins fondamentaux qui correspondent énormément à ceux des adultes, mais qu'on aurait comme s'amuser, se réaliser, être sa propre personne, avoir des personnes dans sa vie, avoir un but et changer les choses, c'est-à-dire avoir la croyance qu'on peut avoir un impact sur les choses et qu'on puisse amener à changer, être en bonne santé émotionnelle, être en bonne santé sexuelle. Donc dans la bonne santé sexuelle, c'est pas forcément au niveau physiologique, mais c'est rien qu'avoir une bonne connaissance finalement de son propre corps, des limites de son corps, et après effectivement d'être sur les débuts de la vie sexuelle. Être en bonne santé physique.
comment se passe un accompagnement GLM? Eh bien, tout simplement, dans l'accompagnement du Good Life Model, nous allons travailler avec l'individu. C'est-à-dire que là, ce qu'on va rechercher, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une compliance de l'individu, mais c'est de travailler avec l'individu, de rechercher finalement une motivation avec lui. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les premières étapes d'un accompagnement GLM, nous allons rechercher avec l'individu, et je pense que ça fera écho avec ce qu'a pu vous dire Anne-Marie Fauvet hier, sur c'est quoi ses besoins à lui. C'est-à-dire, quand il arrive, bien souvent, c'est parce qu'il y a une décision d'un magistrat. Et donc là, lui, ce qu'il voit, c'est on me force, et c'est souvent ce qu'ils nous disent à l'ARCA, je viens, je n'ai pas besoin de venir, mais il y a un professionnel ou un juge qui a estimé qu'il fallait que je vienne. Ok, très bien. Mais en fait, il faut que tu viennes, du coup, autant qu'on en profite de ce temps-là. Parce que se regarder 1 heure droit dans les yeux, ça va être vite lassant. Donc, la question, c'est, ok, mais toi, tu as compris quoi? De pourquoi on t'amène ici? Et surtout, toi, ça serait quoi tes besoins? Et en soi, on va travailler avec les besoins de la personne. Exemple, on a un jeune qui est arrivé dans notre service parce qu'il a commis des faits de violence sexuelle dans le foyer dans lequel il avait été placé sur une jeune femme, sur une jeune fille. Lui, il vient dans notre service pour cela. Quand il arrive, il nous dit « Non, mais je ne comprends pas. Le magistrat, il a dit que j'avais un problème avec les filles. Pas du tout. En fait, cette fille, c'est elle qui a fait des avances, etc. Et quand j'y suis allée, eh ben, en fait, je ne comprends pas. Après, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Alors que c'est elle qui est venue vers moi. Je ne comprends pas. Ok, ça, c'est ce qu'on t'a dit. Mais toi, tu en penses quoi de cela? Et c'est quoi tes besoins? Ben, moi, mes besoins, c'est surtout que je n'ai pas vu ma mère depuis 8 ans. Et que j'ai besoin d'être en relation avec ma mère. Et puis après, je ne comprends pas. Enfin, les filles, elles me parlent, mais elles ne veulent jamais sortir avec moi parce qu'elles disent que je fais trop mon malin. Ok. En soi, vous allez me dire, mais en fait, vous n'allez pas travailler la problématique des violences sexuelles. Si, on va la travailler. Mais en soi, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ici, son besoin qu'il souhaite travailler, c'est son besoin relationnel. Dans le besoin relationnel et au regard du passage à l'acte, on se rend bien compte qu'il y a du travail à faire et qu'on est aussi là-dessus. Et on voit aussi que l'un des besoins qu'il veut travailler, c'est au niveau émotionnel, parce que là, sur sa santé émotionnelle, bien, il y a des choses à faire, mais aussi en relation avec le lien avec sa mère. C'est bien plus facile de dire « Ok, j'ai bien compris quels étaient tes besoins et on va attaquer sur cela », plus que de dire bah, « toi, c'est ça ton besoin. Par contre, on me demande de travailler sur ton passage à l'acte. » En soi, dans le Good Life Model, on va faire ressortir les besoins des personnes. On va rechercher l'importance que ces besoins ont et comment ces personnes vont investir ces besoins pour, dans un second temps, travailler sur « très bien ». Bah, tu as ces besoins-là, mais si on réfléchissait un peu à ta vie, à ce qui s'est passé. Et donc, c'est là où on va investir le présent, le passé de la personne. Et donc, dans le passé, on aura tous les éléments délinquentiels, et même dans le présent, puisqu'on a les répercussions, pour en arriver à travailler avec la personne sur le futur. Parce que qu'est-ce qu'on recherche avec les individus? C'est qu'ils arrivent à avoir un plan de vie futur positif, et qu'en fait, qu'on les amène vers ce plan de vie futur positif. Donc en soi, on va travailler sur les 3 dimensions qu'on appelle en GLM identitaires, c'est-à-dire l'identité de la personne au présent, l'identité de la personne au passé, pour aller rechercher son identité positive future. Donc je vous ai dit d'abord, on fait ressortir les besoins, puis après, on va évaluer les besoins, et on va, avec la personne, se fixer des objectifs. Quels sont les objectifs d'accompagnement qu'on se fixe ensemble? Ce qui permet que la personne voit où on va. Ça lui permet aussi de davantage
insérer et investir l'accompagnement plutôt que moi qui tire le jeune dans mon suivi. En soi, l'intervention du GLM, elle vise 2 objectifs. Inciter les acquisitions pour le mineur, mais bien évidemment qu'on a comme objectif également de réduire la récidive. C'est juste qu'on ne va pas le présenter de cette manière tout de suite. Donc, dans le déroulement de la prise en charge du GLM, on va définir avec le jeune qu'est-ce que pour lui une vie saine. C'est-à-dire pour lui, quelle est une vie épanouissante. Et c'est là où on se rend compte que pour les jeunes que nous accompagnons, une vie épanouissante, c'est une vie très lambda. Mais vraiment, on est sur quelque chose de très, très basique. Parfois même, si je m'écoutais intérieurement, je dirais, il manque un peu de piquant. Exemple, on a, quand on leur demande de faire leur plan de vie futur, donc ils vont nous dire, j'aurai une maison, une copine, un chien, même la voiture, ils sont à 2 doigts de nous dire un espace, et un travail, un travail juste pour manger, etc. Mais en fait, on est sur des vies qui sont très basiques, très, très basiques. Et c'est une fois qu'on a ce qu'ils projettent et comment eux, ils se voient avec leurs besoins futurs, qu'on vient venir fixer des objectifs de travail pour arriver à leur plan de vie futur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la délinquance est finalement, comme je vous ai dit, un moyen de remplir leurs besoins primaires par des besoins secondaires, finalement, qui sont pas légaux. Et donc, on va chercher à trouver comment les remplir d'une autre manière. En soi, ici, le Good Life Model, on voit qu'il vise à la restauration. À la restauration, et tout ça nous amène au dernier point, qui est la justice restaurative. Dans la justice restaurative, eh bien, nous retrouvons en soi une grande partie des principes du GLM. On prend l'individu afin de l'accompagner pour qu'il puisse libérer sa parole et qu'il puisse parler des répercussions, tout en parlant de son sentiment de justice ou d'injustice. En soi, la justice restaurative, pour beaucoup, c'est le fait de faire rencontrer des personnes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Dans plus de 50% des cas, les personnes ne vont pas jusqu'à la rencontre. En soi, ils s'arrêtent parce que rien que l'accompagnement restauratif qui leur est proposé a suffi pour qu'ils puissent se sentir bien. Puisque ici, ce qu'on va retrouver, c'est que aussi bien chez les victimes et les auteurs, par l'accompagnement restauratif, on voit qu'ils ont un apaisement au niveau de leurs pensées. Ils ont pu obtenir des réponses qu'ils se posaient. Ils ont pu aussi apaiser leurs émotions, avoir moins de somatisation et avoir pu recréer du lien social. En soi, si on regarde ça, ça fait quand même partie énormément de nos besoins primaires pour un individu. Dans la justice restaurative, ce qu'on va avoir, c'est que les personnes vont pouvoir réellement investir l'accompagnement et apporter ce qu'ils ont envie d'apporter. Ce qu'on leur propose, c'est un espace où ils vont pouvoir dire tout ce qu'ils veulent et aussi dire parfois tout ce qu'ils ont toujours eu parce que nous n'allons pas être directifs. Nous allons vraiment être avec eux pour les accompagner en fonction de leurs souhaits à eux, bien évidemment toujours sur la notion du fait délinquentiel, mais nous n'allons pas les questionner et nous-mêmes les guider. On fait avec la personne et non pas c'est nous, professionnels, qui tirons la personne. Pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui en tant que magistrat? Eh bien, tout simplement parce que vous avez aussi des éléments à prendre en considération. Ce qu'on peut constater, c'est que dans la désistance, lorsque les professionnels qui accompagnent les mineurs peuvent constater et verbaliser les évolutions que le mineur a pu faire, c'est-à-dire, j'ai bien vu que tu avais entrepris des changements, que tu as mis des choses en place et qu'on vienne en fait les poser, ça vient davantage asseoir les choses et ça donne une autre motivation aux jeunes et ça enlève finalement l'étiquette. Dans la justice restaurative et dans le GLM, ce qu'on vient faire, c'est désétiqueter la personne.
On ne parle plus de délinquant devant nous, mais c'est un individu. Parce que notre objectif à nous, c'est de le sortir de ce chemin criminel. Je vous remercie. Déjà, merci beaucoup d'avoir en plus été tenu vraiment le temps. On va faire passer le micro, oui. Juste peut-être une petite question pour avoir eu une première présentation du Good Life Model. Peut-être indiquer aussi les outils qui existent à destination des professionnels pour utiliser, parce que là, effectivement, je ne sais pas si vous avez des images, peut-être montrer très concrètement en fait les supports que vous utilisez pour travailler avec les jeunes. Oui, ça sera plus sur mon ordinateur. Ah, désolée. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, ça vous laisse sans voix. Ah, c'est une question. Merci. Une question pratico-pratique, puisque ce que vous nous présentez paraît quand même extrêmement intéressant pour les juges des enfants. Ce n'est pas forcément des outils qui existent sur tous les ressorts, notamment en province, mais j'ai entendu que vous étiez de province, si j'ai bien compris. Ma question est la suivante. Alors, même si, évidemment, en termes de transport, c'est toujours compliqué pour des jeunes ou pour des services de se déplacer, mais est-ce que vous intervenez uniquement sur mandat de vos juges des enfants de Tours, ou est-ce que vous pouvez être désigné également, et si oui... Enfin, dans quelles conditions par d'autres juridictions? Alors non, on ne reçoit pas que sur mandat des magistrats de Tours, puisqu'effectivement l'ARCA, notre siège social est en province. Après, on a beaucoup de nos collègues qui sont à peu près partout en France. On a vraiment une action qui est plutôt nationale. Donc en fonction des besoins des territoires, on peut se déplacer et en tout cas accompagner. Et puis, je crois que justement, là, vous recherchez vos outils, mais au-delà de ça, il y a aussi des outils qui sont proposés pour être utilisés par les éducateurs locaux, me semble-t-il. Oui, en fait, on se posait la question là à l'instant. Vous travaillez comme des consultants auprès des équipes éducatives ou il y a quelqu'un qui vous confie des mesures? Comment ça fonctionne? Alors, tout dépend. Soit on va avoir des services qui vont nous orienter et c'est nous qui allons prendre effectivement l'accompagnement. Mais bien souvent, en soi, comme on va plutôt former les équipes éducatives au Good Life Model et aux outils, puisqu'en plus, c'est des outils que nous laissons libre droit. Vous pouvez nous demander, enfin en tout cas, les services peuvent nous demander les outils et nous les donnons. Puisque ce qu'on souhaite, c'est au contraire que plus les équipes soient outillées dans l'accompagnement, plus c'est préférable pour les personnes. Donc, on fait les deux. On répond en soi à la demande et on s'adapte. Après, ce qu'on privilégie, c'est plutôt la montée en compétence des professionnels sur les différents territoires pour qu'eux puissent accompagner les personnes. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche de justice restaurative. Alors, en soi, on a la justice restaurative et les accompagnements avec le Good Life Model. C'est des choses qui sont complémentaires, mais qui sont aussi l'un à côté de l'autre. Où là, c'est dans nos outils, par exemple, puisque le temps de rechercher, ça va peut-être un petit peu plus long, mais on a des outils qu'on appelle l'échiquier, où on a un outil de réalité virtuelle. Donc, pour les jeunes, autant vous dire que celui de réalité virtuelle plaît énormément. Celui-ci, c'est peut-être le plus rapide que je peux trouver. Eh bien, dans ces outils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger l'individu au sein, par exemple, de la réalité virtuelle. Et si je vous montre... Hop. Alors, oui, peut-être... Hop. Je vais le mettre... Je vais sinon le mettre sur clé USB. En fait, si je comprends bien, en fait, le Good Life Model, c'est une méthode et la justice restaurative, c'est une démarche. Exactement. En fait, le Good Life Model, c'est un modèle criminologique. C'est vraiment un modèle qui a permis de développer un certain nombre d'outils qui s'inspirent de toutes les préconisations de ce modèle criminologique. Et la justice restaurative, c'est effectivement
une philosophie qui a permis aussi, elle aussi, de développer d'autres outils. Dans la justice restaurative, on n'a pas, aussi peut-être pour bien distinguer les deux, dans la justice restaurative, nous n'allons pas avoir comme objectif de diminuer la récidive. Ça, ce n'est pas un des objectifs de la justice restaurative, contrairement au GLM. Dans la justice restaurative, l'objectif de la justice restaurative, c'est de répondre aux attentes de la personne et surtout de l'amener à se restaurer, c'est-à-dire à aller mieux. Ça, c'est l'objectif principal de la justice restaurative. Or, dans le GLM, on a bien évidemment la restauration de la personne, mais également et surtout, c'est des outils qui nous permettent de travailler sur le risque de récidive et de travailler sur comment amener la personne à avoir une vie plus épanouissante et saine sans passer par des comportements antisociaux. Ma voisine indiquait qu'a priori le Good Lives Model est celui qui est adopté actuellement par l'administration pénitentiaire et qui forme quand même tous ces intervenants à cette méthode. Donc ça, c'est une question, vous pourrez peut-être le confirmer. Mon autre question, c'est qu'évidemment, dans notre vocabulaire courant, on associe souvent justice restaurative ou restauratrice aussi au travail avec les victimes. Donc, est-ce que dans votre plateforme, vous avez également des outils et vous développez aussi ce travail-là ou pas particulièrement? Alors oui, on a des outils que je peux vous montrer, que je vais mettre ici, qui vont être destinés effectivement à l'accompagnement en justice restaurative, qui sont dédiés à la fois aux auteurs et aux victimes. Pourquoi? Parce qu'en justice restaurative, on accompagne de la même manière les victimes et les auteurs. Ils sont accompagnés de la même façon. Dans le GLM, effectivement, là, on est plutôt sur des accompagnements qui sont destinés aux auteurs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on vient travailler sur le risque de récidive. Et les outils de justice restaurative, est-ce que c'est aussi des outils qui sont libres de droit et qui se communiquent? Oui, totalement. Oui. Merci. Anne Coquet, avocate générale à la Cour d'appel de Paris, département mineurs famille. Hier soir, on a vu la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse qui a regretté qu'on avait toujours assez peu de décision de saisine en justice restaurative et que cette mesure, malgré l'an dernier, l'impact lié au film Je verrai toujours vos visages, a toujours beaucoup de mal à décoller malgré tout l'intérêt de ces mesures. Je voudrais savoir si vous, à votre niveau, vous avez vu une évolution positive ou si c'est toujours très compliqué. Alors sur la justice restaurative, il y a eu une bonne évolution effectivement à la suite du film, puisque tout d'abord ça a permis de sensibiliser un plus grand nombre assez rapidement. Effectivement, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une inégalité sur notre territoire national. Il y a des territoires, sur le territoire national, il y a vraiment des territoires sur lesquels la justice restaurative est développée, où il y a des mesures qui se passent, et on a des territoires sur lesquels on peut avoir un refus de la part de professionnels de mettre en place la justice restaurative avec des inquiétudes. Souvent, les inquiétudes qu'on peut avoir, c'est de mettre en place des mesures de justice restaurative pour toutes les infractions. C'est-à-dire que la loi, elle indique que la justice restaurative, elle peut être mise en place à tout moment et à toutes les phases de la procédure pénale et pour toutes les infractions. Si moi je regarde les territoires que je supervise, j'ai des territoires sur lesquels on me dit non, on ne met pas en place des mesures de justice restaurative, notamment sur la question des violences sexuelles, ou bien on ne met pas en place des mesures de justice restaurative lorsqu'on est en phase présententielle, ou bien, notamment pour vous, juge des enfants, il y a des magistrats qui vont me dire on attend au moins l'audience de culpabilité. Et après, c'est OK. Mais par contre, on ne fait pas avant l'audience de culpabilité. Donc voilà, tout ça, en soi, ça participe au frein du déploiement de la justice restaurative.
Pourquoi ? Parce que, et si je vous ai donné l'exemple des violences sexuelles, c'est que 85% des demandes de justice restaurative que nous avons viennent des violences sexuelles. Et si on regarde encore plus loin, si on détaille dans ces 85% de mesures de justice restaurative qui sont sur des violences sexuelles, eh bien nous avons 80% qui sont sur de l'intrafamilial. Et souvent, là encore, c'est un autre refus. Quand on a des territoires qui acceptent les violences sexuelles, on va nous dire pas en intrafamilial. Or, mais c'est la demande. C'est-à-dire que moi, si je regarde toutes les demandes que j'ai sur mon territoire en Indre-et-Loire, de violences sexuelles pour mineurs, c'est-à-dire des faits où les auteurs sont mineurs, eh bien, je suis à chaque fois sur des violences entre cousins, cousines, frères, sœurs, etc. Et la demande, elle vient parce que, en soi, ces violences sexuelles, elles sont venues éclabousser sur tous les membres de la famille. Et là, on a des situations où parfois on va nous dire, eh bien, les mineurs continuent parfois de vivre sous le même toit. On leur dit de ne pas parler des faits de violences sexuelles qui ont été commis. En fait, on leur redemande une nouvelle fois de se taire. Sauf qu'ils ont envie d'en parler, ces jeunes-là. Et on ne leur permet pas d'en parler. Et c'est une nouvelle fois, on leur dit, mais taisez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Et il y a des situations où on nous dit, mais maintenant, on fait comment pour les réunions de famille ? Ça veut dire qu'on ne fera plus de réunions de famille, ça veut dire qu'on ne fera plus les anniversaires, ça veut dire qu'on ne fera plus ça parce que on ne veut plus remettre en lien les personnes qui ont été victimes et auteurs. Alors que la justice restaurative permet, dans un endroit qui est sécurisé, par des professionnels qui les préparent, de pouvoir redonner le dialogue si, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien entendre, on ne met en contact des personnes que si, un, ils le souhaitent, parce que ça c'est un principe même de la justice restaurative, il faut que les personnes soient volontaires pour pouvoir se rencontrer, et de deux, on ne le fait que si le seuil de tolérance des personnes est OK. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'à une rencontre si jamais on estime que ça serait plus néfaste, que ça soit pour la victime ou bien pour l'auteur. C'est quelque chose où nous, professionnels, on va être très attentifs à cela. Donc voilà les freins qu'on peut constater. Et l'autre frein qui est quand même très important, c'est qu'on a des professionnels qui sont surchargés, que ce soit à la PJJ, que ce soit vraiment dans tous les domaines. Et la justice restaurative apparaît comme une charge supplémentaire demandée à ces professionnels-là qui sont déjà très surchargés et donc avec une difficulté de mettre en place puisqu'on a encore très peu de postes qui sont soit à temps partiel dédiés à la justice restaurative ou voire même on a très peu de postes qui sont dédiés intégralement à la justice restaurative. D'ailleurs, côté mineur, les seuls postes que je connais qui sont dédiés à 100% à la justice restaurative, c'est le service de la PJJ de Versailles, où là, ils ont 2 professionnels qui sont dédiés essentiellement à la justice restaurative. Et d'ailleurs, on voit que pour la PJJ de Versailles, eh bien, ils ont des mesures de justice restaurative. Moi, j'avais une petite question. Alors, il y en a... Oui. Qui, en fait, de façon très concrète et pragmatique, une mesure comme ça de justice restaurative, moi, ma question, c'est combien de temps ça dure ? Deuxièmement, est-ce que c'est d'abord en entretien individuel avec le jeune ? Troisièmement, les jeunes que peut-être je suis amenée à voir... moi, me semble assez difficile à conduire justement à parler, verbaliser. Je trouve que c'est quelque chose au moment de l'adolescence qui est compliqué. Alors encore plus quand c'est des sujets aussi délicats. Vous avez évoqué sur la sexualité, des violences sexuelles et en plus en intrafamilial. Voilà, donc moi je m'interroge un peu là-dessus. Et dernière question, donc ça en fait 4 pour une. Mon interrogation, c'est quelle est vraiment la différence finalement avec des entretiens systémiques qui seraient d'abord en individuel puis après en familial, voilà. Voilà mes interrogations, de façon pragmatique et puis par rapport au public. Voilà, je m'interroge. Alors, merci.
Pour répondre, oui, effectivement, on a tout d'abord des accompagnements qui sont individuels. D'ailleurs, une grosse partie de l'accompagnement en justice restaurative se fait en individuel. C'est 80% de cet accompagnement. Ensuite, comme je vous ai dit, on fait en individuel où on reçoit victimes, auteurs et on peut même inclure dans certaines mesures de justice restaurative les membres de la famille, notamment pour les mineurs, on peut faire des conférences restauratives avec les membres de la famille. L'autre question, combien de temps ça dure ? Ça, c'est la question la plus difficile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux simplement dire que la mesure qui a pris le moins de temps depuis 6 ans que j'accompagne en justice restaurative a duré 4 mois. 4 mois de A à Z. Et à contrario, j'ai des mesures qui ont duré 1 an. Pourquoi ? Parce que on fait au rythme de la personne. Et j'ai des personnes qui parfois vont venir, puis vont stopper leur accompagnement, vont revenir. Parfois, il y a des personnes, elles ont tellement besoin de libérer leur parole que ça va prendre plusieurs rendez-vous de préparation avant d'en arriver à une rencontre. J'ai des personnes qui vont, comme je l'ai dit, ne pas aller jusqu'à une rencontre, mais ça ne veut pas dire que la justice restaurative n'a pas fonctionné. C'est qu'elles ont rempli les attentes qu'elles avaient en intégrant la justice restaurative. L'autre question qui était la différence entre la systémie et la justice restaurative, ça va être la méthodologie. Nous n'allons pas fonctionner de la même manière dans les accompagnements préparatoires où on va être encore plus large au niveau de la manière de faire dans les entretiens systémiques où les personnes qui ont été formées à la systémie, qui assistent aux formations de justice restaurative, vont nous dire qu'on laisse encore plus la personne prendre une place au sein de cet accompagnement et nous guider. On est essentiellement dans des questions très ouvertes et on n'apporte aucun sujet. On laisse la personne apporter les sujets. Pour vous montrer un outil, mais qui reprend énormément le GLM et qui se distingue, c'est pour ça que je vous le choisis, à la fois pour la justice restaurative et à la fois pour un accompagnement autre. Donc c'est notre outil de réalité virtuelle. On va immerger les personnes dans cet environnement. Et ensuite, ils vont avoir un avatar. De cet avatar, ils vont avoir un mur dans lequel vous allez voir ces différentes boules. En fait, ces boules, c'est quoi ? C'est les besoins primaires que je vous ai présentés dans le GLM. Qu'on a, pour certains, décomposés, mais ça reprend l'ensemble des besoins fondamentaux qu'un humain peut avoir dans sa vie. Et ce qu'on va demander aux personnes, c'est de faire ce qu'on appelle un plan de vie. Dans ce plan de vie, vous constatez plusieurs choses. La personne a pu prendre les boules qui se trouvaient sur les étagères et venir les mettre à distance de son avatar. Ça représente son avatar. Elles ont des tailles et des couleurs différentes. C'est quoi ces tailles et ces couleurs différentes ? Plus la boule est grande, plus ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour elle. Plus la boule est petite, plus c'est quelque chose qui est de moins en moins important pour elle. La couleur, c'est l'émotion ressentie par rapport à cette boule. Si je parle de cette situation, on est sur une jeune fille, donc la victime. On est sur une jeune fille victime, où on est en préparation de JR. Ce qu'elle vient m'indiquer, c'est que, donc elle était victime de violences sexuelles, c'est une victime, c'est son cousin, l'auteur des violences sexuelles. Elle a été victime de son cousin, et à la suite de ça, cette jeune fille a développé un diabète. C'est d'ailleurs comme ça que les faits sont sortis, c'est suite à une hospitalisation en raison de son diabète qu'elle a parlé des faits. Et donc on a la grande boule rouge avec l'infirmière, c'est sa diabétologue. Parce que pour elle, sa diabétologue ne comprenait pas pourquoi il y avait des pics de son diabète. Elle l'accusait d'aller manger en cachette, alors qu'en réalité, c'est juste des moments où elle revivait les faits. Et ça faisait monter son pic. Et après, ce qu'on va voir, c'est que la boule qui est juste ici. Ça, c'est son cousin. Elle n'a pas voulu mettre le symbole de la famille qui est l'arbre, parce que pour elle, pour le moment, il ne fait plus partie de sa famille. Et elle l'a mis orange, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui lui cause le plus de soucis dans sa vie. Ce
Ce qui lui cause le plus de soucis dans sa vie, c'est 1. Ne plus voir ses petits cousins avec qui elle s'entendait super bien, dû au fait parce que les familles ont décidé qu'il n'y avait plus aucun lien entre les familles en raison des faits. Et après, on a des difficultés avec les parents, parce que les parents ne sont pas d'accord. Ils se prennent la tête sur maman veut continuer à avoir un lien avec son frère et sa famille, puisque c'était du côté maternel, et papa a une solution toute trouvée qui est coupons les liens, avançons. Et elle, ça ne lui convient pas également. Et on voit que tout en haut de sa tête, elle a pu nous mettre la souffrance. Il faut savoir que cette jeune fille, quand je l'ai reçue, elle me disait « Wendy, tu peux dire à mes parents d'arrêter de me saouler à voir un psychologue, je vais très bien. Ils sont constamment en train de me dire « va voir un psychologue ». Et moi, je ne comprends pas, je vais bien. D'accord, donc on pouvait travailler de selon toi, qu'est-ce qui amène que papa, maman veuillent que tu ailles voir un psychologue? Elle me dit, mais je comprends pas, moi je vais très bien, à l'école ça se passe super bien, j'ai toujours mes copines, etc. Je fais ma gym, etc. Très bien. On la met en JR, sachant que cette personne, quand je la mettais pas dans le casque de réalité virtuelle, je pouvais parler de tout, mais dès que je parlais un petit peu des faits, j'avais une jeune fille qui était comme ça. Ce qui montrait quand même qu'elle allait pas exactement très bien. Et quand je l'ai mis en réalité virtuelle, la première boule qu'elle me met, c'est la souffrance. Et elle me la met en haut de sa tête parce qu'elle ne veut pas la voir. Et elle me le dit, mais sans s'en rendre compte, puisqu'elle est avec le casque de réalité virtuelle, les manettes. Ça vous montre à la fois comment on accompagne en justice restaurative et à la fois comment on fait en GLM. Si je prends la même situation, en GLM, on a un auteur, et bien d'ailleurs, elle a fait le plan de vie de son auteur. On va reprendre le plan de vie de son auteur. Donc ça, c'est fait d'après la victime. Ce n'est pas réellement le plan de vie de l'auteur. Mais d'après la victime, on va faire pour l'auteur la même chose. On va lui demander de prendre toutes les boules qui correspondent à sa vie actuellement quand on fait son plan de vie présent. Donc on va demander à l'auteur d'aller les chercher sur le mur et de les placer selon 3 règles. 1. Toutes les boules qui sont proches de lui, ce sont les éléments qui lui prennent du temps. Toutes les boules qui sont plus loin de lui, ce sont les éléments sur lesquels il investit peu de temps. Ensuite, on va lui demander quels sont les éléments qui sont très importants pour lui et quels sont les éléments qui sont moins importants. C'est comme ça qu'on va voir grossir les boules, rétrécir les boules, et l'émotion ressentie par rapport à ce besoin-là. Si je fais un exemple. Pour ma part, dans ma vie, j'ai mon travail, mes enfants, mes loisirs, etc. Eh bien, j'aimerais beaucoup mettre mes enfants très proches de moi. Mais si je suis très réaliste, je passe plus de temps à mon travail qu'auprès de mes enfants. Si je ne compte pas le temps de sommeil, etc. Mais de temps effectif, ça veut dire que la boule travail sera plus proche de moi que ma boule enfant. Pour autant, ma boule enfant sera plus grosse, c'est plus important pour moi que la boule travail. Est-ce que c'est clair sur cette question-là? C'est ce qu'on va demander à l'auteur, de venir nous faire un plan de vie. Et ensuite, ce qu'on va demander à l'auteur, c'est de faire un plan de vie futur. Et futur, comment ça sera matérialisé? De cette manière en bleu, hop, pour l'auteur, en bleu. Et là, ce qu'on va lui demander, c'est quoi un plan de vie dans lequel il se sentirait épanoui, dans lequel il se sentirait bien. Ça nous donne quoi? On a son plan de vie présent pour l'auteur, avec les besoins. On aurait des besoins primaires, des besoins secondaires. Et on a son plan de vie futur, c'est là où on veut aller. C'est son plan de vie dans lequel il va bien. Dans un accompagnement GLM, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des étapes pour partir de là où il en est, tout en allant vers son plan de vie futur, qui est en fait son plan de vie de désistance. Et on va le faire tout en alliant dans le GLM tous les professionnels, c'est-à-dire on va allier la famille, on va allier les professionnels qui l'accompagnent, c'est-à-dire vraiment on va travailler en pluridisciplinarité. Donc on a ça et on a des grilles, pareil, avec des besoins qui nous permettent d'évaluer lors de la première phase quels sont, lui, les sujets sur lesquels il veut aborder, mais aussi quelles sont ses difficultés par rapport à cela. Est-ce que c'est plus clair? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait monsieur, je crois. Je pense que...
Non, c'était vraiment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du CJPM. Il me semble qu'au contraire, ça facilite plutôt. Avec une déclaration de culpabilité qui intervient bien plus tôt en amont, je pense que ça facilite ce processus plutôt que le gêner. Bon, ceci étant, c'est vrai qu'on a tous un peu du mal à concevoir ce type, sauf exception, je veux dire, de prise en charge avant l'issue du procès. Je pense que c'est souvent ça aussi qui fait blocage. On a en plus, on est avant la sanction, même avant la sanction, dans la mesure où il y a souvent déjà beaucoup de mesures qui sont mises en place, alors surtout quand on est dans les agressions sexuelles, alors je dis pas que c'est pas, mais je pense que c'est à viser, maintenant qu'en plus on a une sanction qui arrive quand même relativement vite. Donc moi je serais intéressé de savoir si vous avez des expériences de travail avant la sanction, ou si finalement c'est plutôt comme c'est le cas dans le film d'ailleurs, où on est dans l'après, quoi. Voilà, c'est passé, on n'a plus cette sorte d'épée de Damoclès qui paralyse un peu quand même les choses, qui vient quelque part un peu, je pense, un peu gêner, parasiter le processus. Voilà, est-ce que finalement c'est pas après, dans un deuxième temps, le moment le plus propice, dans la réalité en tout cas de ce que vous avez pu pratiquer? Alors, effectivement, je vous rejoins, c'est que si aujourd'hui on lasse beaucoup après la sanction, c'est aussi parce qu'il y a une crainte qui est de comment la justice restaurative pourrait venir entraver la justice pénale. Il y a cette grosse crainte qui est présente, même si effectivement dans les principes, elles sont en parallèle et elles ne doivent pas venir s'entrecouper. Il faut savoir que bien souvent, il est très rare qu'on ait une rencontre avant la sanction. Pour autant, le travail de préparation, il peut avoir eu lieu avant. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a déjà eu des mesures en pré-sententiel, mais comme je vous disais, dans quasiment la majeure partie du temps, je n'ai pas eu de rencontre avant. L'intérêt, en tout cas, ce qui est ressorti et ce que les magistrats ont pu m'en dire, c'est qu'ils ont pu dire avoir vu un changement de la part de l'auteur dans son positionnement. C'est-à-dire qu'après avoir participé à un accompagnement restauratif, les magistrats ont vu qu'il avait une meilleure connaissance des vulnérabilités de la victime, une meilleure connaissance des conséquences de son acte sur la victime, mais également une meilleure connaissance de ses propres vulnérabilités. Donc, en soi, ce qu'ils ont pu voir, c'est une évolution du mineur. Si je le regarde de manière GLM, c'est-à-dire que si je switch de casquette entre ma casquette JR et ma casquette GLM, ce que je peux dire d'un point de vue GLM, c'est très intéressant ce retour-là, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait souligner en tant que magistrat, finalement, dans le sens où on voit que la personne, elle avance, qu'elle a compris des choses qui peuvent l'amener sur la question de la désistance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Après, effectivement, aujourd'hui, avec le CJPM, ce qu'on peut voir, c'est des audiences qui viennent très rapidement. Et encore une fois, il semblerait très difficile de faire une rencontre avant l'audience de culpabilité ou bien l'audience de sanction, dans le sens où, vous avez raison, tout arrive très vite aujourd'hui. Mais là où c'est plus gênant, c'est le fait de donner en soi... La justice restaurative aujourd'hui est tellement peu connue encore et encore a des difficultés à mettre en place qu'on constate, c'est que souvent de mettre des conditions, ça vient tellement mettre de freins à la fois pour les services et à la fois pour les personnes qu'en réalité on perd des personnes et c'est ce qui fait qu'on n'y va pas. Là, si je donne des exemples, hier, j'étais sur Paris pour superviser une équipe de la région Île-de-France. Clairement, l'équipe, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, ils ont fait 0 mesure. 0 mesure parce qu'on leur donne tellement de conditions qui font que ça ne se lance pas. Parce que, encore une fois, c'est avec la volonté des personnes. Et souvent, on dit, ok, commencez avec les petits faits de harcèlement ou les petites atteintes aux biens. Or, en justice restaurative, ce qu'on peut constater, c'est qu'il faut que les personnes aient au moins un intérêt intellectuel pour y aller, c'est-à-dire qu'elles se posent des questions sur ce qui leur est arrivé, ou un besoin de compréhension, et en plus, qu'elles aient un besoin émotionnel.
C'est-à-dire qu'on constate que quand les personnes ont bon, ça va, oui, j'ai vécu ça, mais ça va, et ouais, bon, bah, c'était un petit jeune, et bon, ok, il a fait ça, c'est pas bien, etc., mais bon, je me pose pas de questions. Concrètement, ces personnes, elles y vont pas, parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt. Par contre, elles y vont davantage quand elles ont un questionnement et des émotions où elles sentent que ça a toujours un impact, cette situation. Et ça, on n'est pas sur des petits faits. C'est là où on commence à aller sur des délits qui sont plus graves et qu'on est sur des crimes. Une grande majorité des mesures de justice restaurative sont sur des crimes. Et c'est là la grande difficulté, c'est que, comme je vous disais, par une crainte de ce qu'est la justice restaurative, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, et je pense que peut-être que si je vous avais questionné avant de rentrer dans la salle de ce qu'est la justice restaurative, vous me l'aurez peut-être décrite de la manière suivante, c'est une rencontre entre des victimes et des auteurs. Or, la justice restaurative, c'est un accompagnement qui permet de libérer la parole, de parler des répercussions, qui permet de parler de son sentiment de justice et d'injustice, et qui peut mener jusqu'à une rencontre. Et c'est en ça qu'il faut changer la manière de voir les choses. Merci. Sur ta question, Laurent, je pense qu'il y a quand même une différence entre la justice restaurative et le Good Life Model. Moi, je vois vraiment pas ce qui s'oppose à ce que le Good Life Model soit avec un éducateur de la PJJ formé puisse être un des outils pour rentrer dans le travail. Erwan Dieu, sur l'intervention que j'avais vue, disait qu'en fait, beaucoup d'éducateurs qui avaient utilisé ces méthodes faisaient part du fait qu'en fait, ils arrivaient à beaucoup plus vite rentrer finalement en relation avec le gamin, parce que ouais, ben voilà, comme ça, on lui met, enfin, cet outil qui correspond quand même à des choses qui parlent aux jeunes et qui ont un petit côté ludique, leur permet de parler de choses qui finalement sont moins compliquées pour eux que d'attaquer directement l'infraction qu'ils ont commise, et permettent une entrée en relation aussi avec l'éducateur sur d'autres points, et que du coup c'est un outil, mais enfin moi je vois pas du tout en quoi il peut pas être développé après la culpabilité pour un jeune, ou voire avant pour un jeune qui de toute façon ouais, pour la justice restaurative. Alors une dernière Oui, bonjour, Evelyne Guyon, je suis magistrat à la Chambre des mineurs Aix-en-Provence. Il y a des petites expériences locales, notamment une convention liée entre le petit tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et la PJJ. On avait un référent PJJ local qui malheureusement vient de prendre sa retraite et qui avait essayé de mettre en place des choses intéressantes. Pour qu'on soit crédible et qu'on puisse faire avancer ces textes qui existent depuis 10 ans quand même, au moins pour les majeurs, pour les mineurs, donc c'est encore un peu plus long, il faut qu'on puisse proposer des conventions de partenariat aux chefs de juridiction et bien se mettre dans la tête que les magistrats prescripteurs, ça va du parquet jusqu'au magistrat du siège. Donc en amont et en aval du procès pénal, ça ne vient pas du tout à la place, en remplacement, c'est à côté, c'est un parallèle, puisque vous l'avez très bien dit, c'est un accompagnement. Donc on est dépossédés de rien, nous magistrats, prescripteurs. Et si c'est en amont, c'est intéressant, parce que je pense qu'au contraire, notre travail de magistrat n'en sera que plus enrichi dès l'instant qu'il y aura une prise de conscience du respect de la difficulté de l'autre, auteur ou victime. Ceci étant dit, pour être crédible en tant que magistrat auprès de nos chefs de juridiction, nous avons l'habitude de travailler en partenariat. Donc, quelle place faites-vous à l'avocat? La question est courte, directe. Voilà pourquoi ce préalable un peu long. Où sont les avocats dans tout cet accompagnement, puisque nous, on se pose la question à chaque fois? Alors, en soi, la place de l'avocat au sein de la justice restaurative, il va être surtout sur une place d'information. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que si on regarde la loi de 2014, la justice restaurative, c'est un droit. Alors, dans la loi, on peut voir qui donne l'information de la justice restaurative. Les avocats ne sont pas nommés dedans. Pour autant... et nommer les officiers de police judiciaire, très peu connaissent ce qu'est réellement la justice restaurative. Donc on sait que ça ne vient pas l'information de la part des officiers de police judiciaire. Donc l'avocat, dans les conventions que nous avons, ils ont un rôle d'information. Et après, ce qu'on peut constater, c'est que les avocats commencent à avoir de plus en plus d'intérêt. Et on voit apparaître aussi des avocats qui se forment à la justice restaurative. Il faut savoir, encore une fois, qu'on ne peut pas être le professionnel qui prépare les personnes en vue d'une rencontre, ne peuvent pas être le professionnel qui a suivi la personne dans le cadre pénal. Pour être clair, si je suis l'avocate d'un client, je ne pourrais pas être le professionnel en justice restaurative qui mènerait jusqu'à cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit un tiers indépendant. Donc, il faut que ça soit quelqu'un qui ne connaisse rien
de ce qui s'est passé en justice pénale et on ne fait qu'avec ce que la personne nous apporte. Donc, souvent, les avocats peuvent apparaître dans les conventions, mais simplement pour informer. Ils n'ont pas plus de place que cela. Merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention qui, effectivement, vient nous parler de choses qui... Enfin, d'outils qui se développent depuis quand même une période assez récente, encore plus pour les mineurs, qui ne sont pas forcément ceux de notre culture de base, hein, il faut le dire, hein, qui viennent de l'étranger et par rapport auxquels parfois on a un peu des résistances, mais en tout cas c'est vraiment intéressant d'avoir ces nouvelles approches et qui sont, je crois, effectivement portées par la DPJJ aujourd'hui. Merci.